Et si je vous disais qu'en 1981, lors du Salon du Bourget, certains de nos industriels de la défense ont bien cru qu'ils allaient devoir mettre la clé sous la porte? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur l'édition la plus baroque du Salon de l'aéronautique, celle de 1981. Et que de questions à l'ouverture de ce salon. Est-ce que la nouvelle posture pacifiste de la France va faire couler notre industrie de la défense? Est-ce que nous sommes prêts pour le challenge mondial de la course au court et moyen courrier de 150 places? Et enfin, est-ce que ce salon fut un succès? Et tout commence par un doute, un énorme doute. Vous le savez, comme à chaque édition du Salon du Bourget, le président en exercice se doit de faire acte de présence. Officiellement, il vient soutenir l'industrie aéronautique et spatiale, affirmer le rôle de la France, réaliser la promotion et l'exportation des intérêts français, et bien sûr, politiquement et diplomatiquement, c'est une nécessité. Le hic, c'est que un mois avant l'ouverture du salon de 1981, il y a eu ceci. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. Et il faut s'arrêter un instant sur le nouveau président de la République, qui, il faut le dire, n'a pas une grande affinité avec l'industrie de l'armement. Or, le Salon du Bourget est bien plus qu'une vitrine technologique, c'est the place to be quand il s'agit de présenter des appareils de combat, ou toute l'industrie qui gravite autour. En France, l'un de nos fleurons industriels n'est autre que les avions Marcel Dassault Breguet Aviation, une entreprise dont une part non négligeable du chiffre d'affaires repose sur ses activités dans le secteur de la défense. François Mitterrand est d'ailleurs si pacifiste qu'on se demande légitimement s'il prendra la peine d'inaugurer ce salon. Un événement qui, certes, met en avant l'industrie militaire, mais qui est aussi une vitrine pour l'aviation civile et le secteur aérospatial. On se demandait dans les milieux de l'aviation si le président de la République allait ou non inaugurer ce 34e Salon du Bourget, qui reste quand même un des hauts lieux du commerce mondial des armes. Ce matin, l'atterrissage de cet hélicoptère Puma de l'aérospatiale leva tous les doutes. François Mitterrand s'intéresse aux avions. Bon, comme un événement de cette envergure ne peut être ignoré sur la scène aéronautique mondiale, François Mitterrand fait donc le déplacement ce 5 juin, et autant vous le dire, la journée de sa visite s'annonce pour le moins étrange. Nos industriels de l'armement sentent planer comme une sorte de menace, et ironie du sort, nous sommes chez nous, et pourtant, ce sont les entreprises étrangères du secteur qui affichent un large sourire depuis l'élection de François Mitterrand. Car pendant ce temps, la France, portée par une politique pacifiste, et disons-le, parfois un brin moralisatrice, semble prendre sa distance avec son industrie de la défense. La preuve, la veille de la visite présidentielle, l'Élysée adresse un message clair à nos industriels, et tout particulièrement à Dassault Breguet. Aucun missile, aucune bombe ne devra être visible, ni sur, ni devant les appareils. Tout doit disparaître. Le chef de l'État ne veut pas voir de machines de guerre. Voilà, le ton est donné, et pourtant, dans sa délégation, on retrouve plusieurs ministres, dont Charles Hernu, ministre de la Défense. François Mitterrand commence son tour du salon par une présentation d'appareils civils, comme l'hélicoptère Dauphin et l'Airbus A300. L'Airbus va effectuer ici son vol de démonstration extrêmement spectaculaire avec un arraché du sol. Évidemment, l'Airbus est vide, c'est plus facile. Mais commerce extérieur oblige, il faut bien montrer un peu de savoir-faire militaire. Quitte à tordre légèrement les envies présidentielles, le Mirage 2000 prend donc son envol, dépouillé de tout armement. Pas de missiles, pas de bombes, quant au Jaguar et au super étendard, il reste cloué au sol. Après les démonstrations en vol, le président se rend, avec le sourire, au pied de la fusée Ariane 1, d'où il échange avec Patrick Baudry et Jean-Loup Chrétien, les deux spationautes reviennent tout juste d'Union soviétique alors qu'ils s'entraînent pour leur futur voyage dans l'espace. Visite officielle oblige, le président de la République fait tout de même un passage sur le stand de Dassault Breguet. De là, il observe les appareils, soigneusement dépourvus de tout armement, aussi bien sur les points d'emport qu'au sol. Puis, en point d'orgue de cette journée, la patrouille de France offre un spectacle grandiose aux commandes de leurs nouveaux Alpha Jet. Et un grand tour de magie est opéré durant la nuit, car lorsque le salon réouvre le lendemain, les avions et hélicoptères militaires français ont vu pousser sous leurs ailes tout un tas de bombes, de roquettes et de missiles. Les affaires reprennent. Les petits sourires que pouvaient avoir les industriels étrangers de l'armement s'effacent aussi quand l'Égypte annonce passer commande à Dassault Breguet d'une quinzaine de Mirage 5 et d'une vingtaine de Mirage 2000. Et ce n'est pas fini, car le même pays passe dans la foulée, chez Aérospatiale, une commande de 36 hélicoptères Gazelle spécialisés dans la lutte anti-char. En réalité, la nouvelle politique étrangère initiée par Mitterrand concernant l'armement est dans une situation que l'on pourrait résumer comme ceci. Nous avons littéralement le cul entre deux chaises et un double discours. Le gouvernement français se part d'un côté d'une grande vertu pacifiste et multiplie les déclarations dans ce sens. Mais de l'autre côté,
Vu les ingénieurs et le bon matériel que nous sommes capables de produire, ça serait dommage de ne pas en faire profiter les pays qui ne souhaitent ni dépendre des USA, ni de l'URSS. Dans ce style-là, Pierre Mauroy, Premier ministre, déclare ce 8 juin « Nous entendons progressivement ne pas continuer à être le grand vendeur d'armes sur le plan international. Pour autant, nous ne voulons pas ne pas respecter les engagements qui ont été pris au nom de la France. Ensuite, nous sommes obligés d'étudier les problèmes en fonction même des pays qui ne souhaitent pas être pris par une politique de bloc, d'un côté ou de l'autre. Et puis, plus généralement, nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, bien sûr, reconvertir nos usines. Mais la volonté de la France est de ne pas garder cette situation qui est insupportable et qui est celle d'un pays au monde qui vend le plus d'armes à tous ceux qui se battent. Bon, en gros, on va continuer, mais on se flagelle quand même un peu au passage parce que fabriquer des armes, c'est pas bien. Comme quoi, le en même temps, ça ne date pas d'hier. Passons outre ces considérations politiques et regardons du côté des nouveautés du salon. Eh bien, on a une belle surprise de la part des soviétiques. Ils étaient déjà habitués à impressionner le public avec des voilures tournantes toujours plus massives, et les Russes déploient au salon l'hélicoptère lourd Mi-26 Halo, mais aussi le Mi-17, ainsi qu'une petite surprise dont on parlera après ces voilures tournantes. Commençons par ce dernier hélicoptère qui a refait l'actualité en 2022. Le Mi-17 vient directement du Mi-8. Il possède 2 turbomoteurs de 1900 chevaux, plus puissants que les 1700 du Mi-8, lui permettant plus de rapidité, un nouveau plafond, ainsi qu'une plus grande vitesse ascensionnelle. Cet hélicoptère cargo peut emporter 4 tonnes dans sa soute interne et 3 tonnes grâce à un treuil. Pour du transport passager, il peut être équipé de 24 sièges. L'engin est totalement capable de réaliser des vols IFR de jour comme de nuit. Le Mi-8 était déjà connu pour sa robustesse et sa fiabilité, et le Mi-17 poursuit cette logique grâce à un groupe turbomoteur capable d'augmenter automatiquement la puissance d'un des moteurs, et ce jusqu'à 2200 chevaux, si l'autre venait à avoir une perte de puissance ou à s'arrêter. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse ici, c'est l'énorme Mi-26, le plus gros hélicoptère du monde, désignation OTAN Halo. Le Mi-26, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on prend un Mi-6, on allonge l'avant, la poutre porte-rotor, et on double sa puissance pour atteindre les 22 800 chevaux. Quant au plus gros hélicoptère du monde, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du Mi-12, qui était d'ailleurs au Bourget 10 ans avant, en 1971, et qui était en soi plus gros. Sauf que la bête a été mise au placard en 1974. Ce Mi-26, il pèse 40 tonnes à vide et peut emporter plus de 10 tonnes de carburant et possède une charge utile de plus de 16 tonnes. Et l'URSS amène sur le salon une petite nouveauté directement liée à cet hélicoptère. Il s'agit du turbomoteur le plus puissant du monde, le D136. L'engin est développé à partir du D36 qui équipe notamment la N72. Et le moteur est théoriquement capable de développer 11 400 chevaux pour une durée de vie de 20 000 heures. Et c'est lui qui équipe le Halo. Si l'on se penche du côté des appareils civils, il n'y a pas de grande nouveauté à se mettre sous la dent, sauf si l'on est amateur d'aéronautique. D'une manière générale, la forme des appareils ne change plus vraiment. Ils sont à aile basse avec des réacteurs sous les ailes ou à l'arrière le long du fuselage. En revanche, les progrès en aérodynamique permettent de multiples améliorations, comme des ailes plus épaisses, pouvant contenir plus de carburant, des dispositifs hypersustentateurs améliorés pour des approches plus lentes, mais aussi des moteurs à double flux, et surtout, de plus en plus de systèmes numériques dans les cockpits. Peut-être moins impressionnant pour le grand public, mais essentiel pour les compagnies, l'aménagement intérieur des appareils civils fait un bond en avant. Un grand travail est réalisé sur les sièges des passagers, et l'on trouve les formules nécessaires pour mettre au point des sièges bien plus fins, mais offrant un confort similaire à des sièges plus épais. En d'autres termes, on peut mettre plus de monde dans un avion. Ce salon se distingue par ailleurs par son aspect conceptuel. Rappelez-vous, les concepts aériens fascinaient les foules, surtout lors des éditions d'après-guerre. Puis, ils s'étaient raréfiés, laissant la place à des appareils plus réalistes et prometteurs. Mais en 1981, ces concepts signent un petit retour en force. Parmi les nouveautés, l'un d'eux attire particulièrement l'attention. Le Bell XV-15, financé par l'armée américaine et la NASA. Cet appareil expérimental à rotor basculant décolle et atterrit comme un hélicoptère, puis accélère en vol pour dépasser les 500 km/h. S'il restera à l'état de projet, son concept ne tombera pas aux oubliettes, car cette logique refera surface bien des années plus tard. On découvre aussi l'Optica, un appareil au design particulier, avec sa vaste verrière en plexiglas rappelant celle d'un hélicoptère. Il offre au pilote une visibilité exceptionnelle, lui permettant d'observer directement ce qui se passe sous l'avion. Du côté des concepts toujours, est présenté le F-90. Alors rien de vraiment révolutionnaire ici, il s'agit d'un avion 2 places dérivé du Fouga Magister, mais le projet n'atteindra jamais la production en série. Côté petit appareil, le Rutan Variez apparaît comme l'un des plus étranges de ce salon.
Venant tout droit d'Australie, on a droit aussi à un drôle d'appareil agricole, et plus loin, c'est la Girafe, un hélicoptère dédié à l'observation. Bien de chez nous, on trouve sur le plateau statique le Microjet 2000 de l'entreprise Microturbo, désigné comme étant le plus petit avion d'entraînement du monde. Et comment ne pas parler du Solar Challenger, premier appareil solaire à pointer le bout de son nez au Salon du Bourget. Cet avion, unique en son genre, est particulièrement avancé par rapport aux autres appareils solaires existants. Faisant appel à des matériaux composites, l'avion peut encaisser des variations de plus 6 à moins 4 G, lui permettant de voler dans des conditions turbulentes. Mais malgré ce réel exploit, en 1981, peu de gens voient un avenir prometteur, et encore moins rentable, à l'aviation alimentée par énergie solaire. Aérospatiale se paye un emplacement de choix sur le salon et expose le Transal nouvelle génération, avec une version équipée d'une perche de ravitaillement, ainsi qu'une maquette de la cabine de l'ATR-42, et enfin un avion léger à train rentrant, le TB-20. Dans les appareils un peu plus spéciaux, évolue le Super Guppy, un avion dérivé du Pregnant Guppy, lui-même dérivé du Boeing 377 Stratocruiser. La mission du Super Guppy est de transporter et de rassembler les différentes parties d'Airbus qui sont mises au point sur les multiples sites de l'entreprise à travers l'Europe. Donc oui, techniquement, c'est bien un appareil descendant d'un Boeing qui aide Airbus à assembler ses avions. Et aujourd'hui, le Super Guppy, vous pouvez le voir à Toulouse, au musée Aeroscopia. Et puisqu'on parle de Toulouse, le constructeur européen se porte en surface plutôt bien. Ces avions volent ou s'apprêtent à voler au-dessus de tous les continents. Le pari initial de l'avion européen semble se concrétiser et offre une réelle alternative à Boeing. En un peu plus de 10 ans, Airbus Industrie a réussi l'exploit de devenir le deuxième fabricant au monde d'avions gros porteurs. Et Airbus Industrie, c'est 469 avions auprès de 40 compagnies différentes. Avant même l'ouverture du salon, d'autres commandes d'A310 et d'A300 sont tombées. Wardair, compagnie charter canadienne, Eastern Airlines, Thai International, Nigeria Airways, Trans-Australia Airlines, toutes passent de nouvelles commandes dans les semaines précédentes. Bref, dans les grandes lignes, tout va pour le mieux et la gamme s'étoffe. The A300 is our biggest new investment. It's quiet, fuel efficient, spacious. But if our crew doesn't make you feel comfortable, it won't matter what plane you're flying. I fly Eastern, but you don't have to. So we have to earn our wings every day. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien pas tout à fait. Après la nouvelle crise pétrolière de 1979, les compagnies sont en demande d'un nouvel avion qui serait plus économique et à la consommation réduite. Il est donc nécessaire d'imaginer un nouvel appareil, et vous l'avez deviné, il s'agit du projet A320. Mais là ça coince, car d'une part, nos chers collègues britanniques et surtout allemands émettent certaines réticences sur la mise en place d'un nouvel appareil pour la gamme et serrent les freins autour du développement. L'Allemagne pousse notamment pour la mise en place d'un quadriréacteur long courrier, là où la France souhaite un biréacteur. Et d'autre part, les Pays-Bas, qui n'occupent pas, soit une grande place dans la mise en œuvre des Airbus, décident de quitter l'aventure et de s'allier avec McDonnell Douglas pour un projet de biréacteur de 150 places. C'est un problème car les Pays-Bas, avec les compétences développées autour de Fokker, auraient pu bénéficier à l'Europe plutôt qu'à un Américain. Mais il y a plus embêtant. Quittons donc le monde civil pour s'atteler cette fois à ce qui se passe en Europe du côté militaire. Et en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Différentes nations essaient tant bien que mal de créer une synergie autour d'un avion européen de pointe pour les années 90, mais faute de volonté politique, ça n'avance pas. Et quand je dis faute de volonté politique, on peut en réalité carrément parler de sabordage politique. Car à l'heure de ce salon, les négociations entre les pays à l'initiative du projet, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, sont tout bonnement interrompues. Quand on est pragmatique et face à cette situation, il reste alors deux choix. Soit acheter des appareils à l'étranger, soit en développer un localement. Et par chance, s'il y a bien à l'époque un seul sujet pour lequel tous les grands partis politiques français s'entendent, c'est bien la volonté d'indépendance nationale. C'est à ce moment-là qu'on va aussi commencer à se dire que, si on développe un appareil localement, il faudra investir un peu plus de sous dans l'industrie, la technique et l'innovation. Autre chose à prendre en compte à l'époque, si on ne développe pas cet avion ni seul, ni avec l'Europe, à qui achèterait-on des appareils de combat ? Aux États-Unis, la réponse peut sembler simple, mais c'est oublié qu'en ce temps-là, les USA n'exportent pas leur meilleur matériel si le pays qui achète est soit incapable de réaliser un équivalent lui-même, soit de se procurer un équivalent ailleurs. En gros, et je cite Roger Cabiac, le fondateur de la revue Airfan, qui écrivait alors dans l'éditorial d'Aviation Magazine, chacun sait que les grands pays fournisseurs d'armement, les États-Unis notamment, n'exportent généralement leur meilleur matériel que si le client se révèle capable de le réaliser lui-même ou de se le procurer chez les constructeurs concurrents. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils sont tentés de n'offrir que des matériels tout juste aptes à défiler au cours des 14 juillet locaux. L'avenir est donc écrit.
En matière de défense, si l'on veut un appareil de pointe, on ne peut compter que sur nous-mêmes ou sur l'Europe, mais certainement pas sur les États-Unis. Et au final, que penser et quoi retenir de cette première édition des années 80 ? En termes d'événements, il s'agit d'une réussite totale et mondiale. Plus de 577 000 visiteurs, dont plus de 103 000 professionnels. Sur les 800 exposants, 65% sont désormais étrangers et 23 000 visiteurs professionnels ont fait le déplacement depuis 128 pays. On retiendra aussi une superbe démonstration du Mirage 2000. L'appareil vient d'être sélectionné par l'armée de l'air pour au moins jusqu'à la fin du siècle. On loue également les vertus de ses commandes électriques et de ses becs mobiles sur les bords d'attaque, conférant à l'avion une très bonne manœuvrabilité. À nouveau lors de ce salon, le Mirage 4000, piloté par Jean-Marie Saget, fera forte impression, même si le programme ne sera jamais lancé, alors que d'après Marcel Dassault lui-même, de nombreux pays souhaitent prendre une licence de construction de l'appareil. Lors de cette édition, et concernant l'espace, pas grand chose à se mettre sous la dent. Si l'ensemble des acteurs du secteur sont bien présents au salon, on retiendra assez peu de nouveautés marquantes, si ce n'est du côté des USA, la présence d'une maquette, à l'échelle 1, du poste de pilotage de la navette spatiale. Du côté de l'URSS, la véritable capsule sphérique de la mission Vostok, ayant emmené Yuri Gagarin dans l'espace, est présentée au public. Comparer ces deux engins permet de se rendre compte de l'avancée du matériel d'exploration spatiale en termes d'habitabilité et en seulement 20 ans. Pour le reste, la météo fut particulièrement radieuse et le ciel parisien a pu voir évoluer Alpha Jet, Dash 8, Tornado ADV, F-18, Sea Harrier, F-15 et autres F-16, et bien d'autres. Mais pour finir, c'est surtout le 13 juin et le discours de clôture de Pierre Mauroy, Premier ministre, qui donne les grandes lignes sur l'avenir de notre aviation. Son discours était très attendu. Des industriels français, notamment par la SNECMA et Aérospatiale, très inquiets de la part de la position du Parti socialiste concernant les exportations d'armes. Discours très attendu aussi de la part des pays clients de l'armement français, inquiets de voir potentiellement un fournisseur disparaître. Et enfin, attendu par les sociétés étrangères d'armement, ne rêvant que d'une chose, que la France soit un concurrent de moindre importance, si ce n'est sa disparition totale sur ce marché. Et donc qu'annonce-t-il ? Tout d'abord, que le gouvernement français soutiendra les programmes militaires en cours, ainsi que les programmes civils et spatiaux. Et mieux que ça, la France doit garder la place qu'elle occupe dans ce secteur et promet de poursuivre ses engagements internationaux. Il rassure au passage nos partenaires étrangers en affirmant que la France et ses industriels sont et seront toujours des partenaires sûrs et surtout fidèles. La France a donc, en fin de compte, une politique claire concernant ses exportations d'armes. Pour le secteur civil, il presse même Aérospatiale et Airbus à accélérer le projet A320. Et ce n'est pas anodin, la décennie 80 s'ouvre pour le civil avec un défi sur lequel vont se ruer tous les grands constructeurs. Les avions courts et moyens courriers de 150 places à faible consommation sont résolument l'avenir. Aviation Magazine en fait un sujet principal, la bataille autour de 150 places. McDonnell Douglas s'est allié à Fokker pour l'occasion, Airbus Industrie annonce l'A320 et Boeing annonce à l'époque un mystérieux 7-7. Quant aux motoristes, ils répondent tous présents et confirment leurs ambitions d'occuper ce nouveau créneau. L'affaire est tellement capitale qu'Air France signe même pour 50 A320 alors que le programme n'est même pas approuvé et qu'il est pour le moment totalement virtuel. Mais une fois le programme annoncé et impulsé lors de ce salon, monsieur Roger Bétail, le directeur général d'Airbus, se presse de réaliser une première conférence de presse à propos de l'appareil. Il ne faut surtout pas laisser la place à la concurrence et surtout montrer qu'Airbus a de l'avance. On parle d'un avion qui intégrerait toutes les dernières avancées technologiques, 40% de consommation en moins, un coût opérationnel direct inférieur de 20 à 25% par rapport au Boeing 727 et de 18 à 20% par rapport au 737-200. La guerre Airbus-Boeing ne fait que commencer, mais elle s'établit pour le moment avec une certaine retenue et dans le respect. La preuve, sur le salon, Airbus Industrie expose le simulateur FFCC, Forward Facing Crew Cockpit, et le président de Boeing, présent au Bourget, déclare après l'avoir visité qu'Airbus a effectivement une certaine avance sur l'ergonomie et en ce qui concerne l'intégration des nouvelles technologies. Bon, à sa décharge et pour simplifier, Airbus partait aussi d'une feuille blanche pour la conception, lui permettant d'anticiper l'avenir dès le départ. En revanche, Boeing, présent depuis plus longtemps, doit composer avec un design hérité du passé et tenter d'y intégrer les innovations du futur. Oui, déjà à l'époque, ce problème était identifié. Dans le reste du monde et du secteur, une sacrée ironie du sort va se jouer. Car à propos des deux engins aéronautiques les plus incroyables de toute l'histoire, c'est-à-dire à la fois le Concorde et la navette spatiale, les USA ont la tête dans les étoiles, quand nous, on a la tête dans la paperasse. Car coïncidence, c'était le 14 avril 1981
alors que Columbia termine la toute première mission de la navette spatiale, qu'au même moment, en Angleterre, le comité de la Chambre des communes pour l'industrie et le commerce publiait un rapport demandant au gouvernement britannique d'arrêter d'exploiter Concorde. Déjà à l'époque, on s'accorde à dire que l'aventure supersonique est un formidable succès technique, mais un véritable désastre économique. Les lignes ne sont pas rentables, et les exploitations de celles-ci se font à perte. Malgré cela, à Toulouse, une petite bande d'irréductibles y croit encore et planche dans l'usine de Saint-Martin à un Concorde de 2e génération. Cette équipe d'ingénieurs travaille sans relâche afin de trouver la formule d'un supersonique compétitif. La DGAC semble intéressée par le programme et leur confie même une étude sur 3 ans destinée à la mise en place d'un nouvel appareil pour l'aube de l'an 2000. L'avion supersonique doit être capable de parcourir 8000 km en emportant 200 passagers. Si certaines solutions sont trouvées, comme l'utilisation de la fibre de carbone, ainsi que rester sur une voilure fixe plutôt qu'utiliser la géométrie variable, ou même l'utilisation du kérosène et pas de l'hydrogène qui fut un temps envisagé, le gros souci vient toujours des moteurs dont la consommation et le bruit ne permettent pas de conditionner un nouvel appareil supersonique. Dernière chose, pour que l'appareil ait une chance de réussir et de connaître le succès, le prix du billet ne devra pas dépasser celui d'un billet classique classe affaires des avions subsoniques. Autant dire, l'aventure s'annonce difficile, et ce n'est pas un spoil d'annoncer dès maintenant que ce Concorde Phase 2 ne sortira jamais des bureaux d'études. Cette vidéo rétrospective du Salon du Bourget 1981 et de l'activité qui a gravité autour de celui-ci est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.